Merci beaucoup, Gilles. En parlant de Fiona, tu as comme volé la vedette de mon show, là. Donc, bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais savoir combien il y a de personnes qui enseignent, qui sont dans les salles de classe normalement aujourd'hui. Combien d'entre vous êtes des enseignants, des enseignantes? Merci. Alors, vous comprendrez donc que des fois, hein, on planifie nos cours, on prend le temps d'écrire des plans de leçons et tout ça. Puis là, il y a quelque chose qui arrive le matin, puis on dit, je ne peux pas faire la leçon que je voulais. Bien, moi, j'avais planifié de commencer à vous expliquer ce que c'est la résilience en parlant de la pandémie. Mais là, Fiona s'est mêlée de l'affaire. Puis là, c'est Évangeline contre Fiona. Les gens qui ne savent pas, c'est l'école Évangeline que vous voyez sur la photo. Il y a du dégât. Il y a sûrement une communauté de langue française qui est en deuil aujourd'hui. Et donc, je vous dis que je suis avec vous, avec le personnel enseignant, avec les familles, avec la communauté de langue française. C'est quelque chose de perdre une école, surtout en milieu francophone. C'est souvent le cœur de la communauté. Mais je me dis que si l'école porte le nom Évangeline, Évangeline a su survivre à la déportation, elle saura sûrement être résiliente devant Fiona. Donc, on a une communauté en contexte d'adversité, ce qui signifie qu'elle devra faire preuve de résilience. Souvent, on pense à la résilience comme étant une caractéristique personnelle. Je suis résilient, tu es résilient, mais les chercheurs ont démontré que la résilience ne peut pas exister sans communauté, sans environnement qui nous soutient dans notre résilience, et que la résilience peut prendre plusieurs formes. De la persistance, de la résistance, de la récupération, l'adaptation ou la transformation. Donc, pour l'ensemble de ces processus, il faut aller chercher des ressources externes et des ressources internes pour pouvoir continuer. La différence entre ces processus, c'est que la persistance, il y a le moins de changements dans le système de comportement. Dans la transformation, c'est là où il y a le plus de changements. Il y a même un changement identitaire. Okay? Et aujourd'hui, je vais demander à certains et certaines d'entre vous d'accepter à remettre en question votre identité francophone. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être francophone, enseigner dans une école de langue française, afin que vous puissiez aider vos élèves à maintenir ou à retourner à un état de bien-être langagier? Ici, c'est un message que j'ai trouvé sur le site web de l'école Évangeline. Ce qui est en jaune, c'est ce qu'on pourrait appeler des ressources internes à l'école. Le personnel enseignant, je ne sais pas qui est DC Morancy, une direction d'école, ou je ne sais pas. Ce sont des ressources internes. Le vert, bien ça, c'est le contexte d'adversité. Le déménagement, le réaménagement, c'est un changement de comportement. Si on est enseignant, on sait que changer de classe nous oblige aussi à changer nos façons d'enseigner. Si les personnels enseignants vont se retrouver peut-être dans un centre communautaire, j'ai un étudiant qui enseigne à cette école-là, qui est dans un cours de maîtrise avec moi, puis lui a dit qu'il allait dans un grand gymnase. Il n'y aura probablement pas beaucoup d'accès à l'Internet et à toute la technologie qu'il avait normalement dans sa salle de classe. Donc, il y a nécessairement un changement de comportement. Ce qui est en orange, ce sont les ressources externes. Okay? Des nouveaux locaux, des bénévoles, Messenger. Mais ce qu'on voit ici, c'est que l'école a su faire appel à des ressources externes. Un contexte d'adversité fait appel au processus de résilience. Il n'y a pas de processus de résilience si on n'est pas dans un contexte difficile. Donc, il y a deux types de contextes d'adversité langagière.
La première, c'est la discrimination linguistique exogène qui peut amener à l'insécurité linguistique statutaire. Par exemple, je vais dans un café du coin et je commande « un café, s'il vous plaît ». Puis je reçois la réponse « I don't speak French ». Ça, c'est un contexte d'adversité exogène parce qu'on vient de refuser ma langue. Pour plusieurs élèves, quand vous passez dans les couloirs et vous dites « parle français, parle français, parle français, parle français », c'est un contexte d'adversité langagière pour les élèves et probablement pour vous aussi. Pas évident de faire la police de la langue. Le contexte d'adversité 2, ce sont les discriminations langagières. Donc, linguistique, c'est les langues. Langagière, c'est les différentes façons d'utiliser la langue. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Un élève que j'ai vu qui est rentré dans une classe de maternelle, il s'assoit devant l'enseignante avec son groupe classe, il écoute la lecture d'un livre de littérature jeunesse. L'enseignante demande ce que les enfants voient sur l'image. L'enfant lève la main. « C'est la moon! C'est la moon! » L'enseignant l'ignore et attend qu'un autre élève dise « C'est la lune! »« Oui, c'est la lune! » Mais l'enseignant n'a pas corrigé le premier élève, mais compris que ce n'était pas acceptable ce qu'il venait de dire. Avant de prendre la parole de nouveau, il va peut-être hésiter. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est que la résilience langagière n'a pas toujours pour effet de continuer à parler français. La résilience langagière cherche à amener l'élève ou la personne qui parle à un sentiment de bien-être linguistique et identitaire. Mais si je me sens tellement mal quand je parle français, si mon niveau d'insécurité linguistique formelle est tellement élevé, je risque d'arrêter de parler français. C'est ce qui s'est passé chez nous. Je suis la seule de 3 enfants à avoir fait du français ma langue première. Donc, des exemples d'insécurité linguistique formelle. Un enfant qui raconte une histoire, puis à la fin de son histoire, il dit « Et j'ai largué mes choses à bas ». Mais l'enfant sait que larguer, bien que ça fasse partie de son vocabulaire acadien, ne fait pas partie du vocabulaire du français scolaire. Donc, il s'auto-corrige, il se surveille. L'autre, « Madame », l'élève dit ça à une suppléante, « ce dictionnaire des difficultés de la langue française, c'est pour nous. » Ici, le fait de ne pas bien parler français fait partie de l'identité de l'enfant. Parce que nous, on a de la difficulté avec la langue française. Un autre, c'est une enseignante d'origine camerounaise qui dit « J'espère que mes enfants auront l'accent franco-ontarien. Ça va leur ouvrir plus de portes. » Là, je vous invite aussi à aller voir les premières francosphères de la CILF a beaucoup de choses sur l'insécurité linguistique, dont la vidéo qui commence déjà à faire de l'ange d'une conférence que j'ai donnée il y a belle lurette. Donc, la résilience, je l'ai dit, langagière, c'est un processus qui est enclenché en contexte d'adversité linguistique. Quand je me dis que la langue ou le langage que j'utilise n'est pas approprié, n'est pas légitime dans le milieu où je me trouve. Puis, le but de la résilience, c'est le retour ou le maintien du bien-être linguistique et langagier. Je veux me sentir bien quand je prends la parole. Je ne veux pas avoir peur qu'on me juge, qu'on me dise que je ne suis pas assez francophone parce que je ne parle pas le bon français. Okay.
parce que je fais des erreurs, parce que j'hésite avant de dire un mot. Je veux me sentir bien dans ma langue et je veux me sentir bien dans mon identité. Je veux savoir que dans ma salle de classe, j'ai un droit de citer. J'ai le droit d'être là. Malgré l'insécurité linguistique. Il y a eu beaucoup de discours sur l'insécurité linguistique dernièrement et c'est comme si on peut l'effacer, l'insécurité linguistique. Il n'y a probablement personne ici qui a toujours été en sécurité linguistique. Parce que c'est normal, comme être humain, de rencontrer des situations langagières où on n'est pas certain de comment parler. Okay. Moi, ça m'arrive souvent quand je vais en France donner une conférence. Puis là, on me dit que mon langage est cute. Cute. Ça veut-tu dire qu'on ne m'écoute pas? Que je n'ai pas la légitimité de donner une conférence? Je dirais que plusieurs d'entre vous avez également vécu un sentiment d'insécurité linguistique lorsque vous avez eu à passer un test de compétences linguistiques pour réussir votre bac en éducation, avoir la certification, peut-être même au niveau du conseil scolaire pour avoir un poste. À l'Université d'Ottawa, 80% de nos étudiants réussissent notre test de compétences linguistiques avec 127 étudiants sur plus que 600 étudiants, j'avais le chiffre ici à quelque part, hein, plus de 600 étudiants réussissent avec une note de 80% à leur test de compétences linguistiques. 398 l'échouent avec une note de 59 ou moins sur 100. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas écrire ou parler français, mais c'est parce que la norme qu'on utilise, c'est une norme exogène. C'est parce que le mot « larguer », bien, ce n'est pas le bon mot. Ou dire que j'ai eu de la misère, ce n'est pas du bon français. Puis pour notre population immigrante, c'est parce que la façon qu'ils écrivent un texte argumentatif, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait ça au Canada. Donc, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, la majorité d'entre nous, on a déjà vécu de l'insécurité linguistique. Je vais passer rapidement ici. Ici, c'est simplement pour vous dire qu'il y a seulement 45% des étudiants qui ont étudié dans une université de langue française ou bilingue qui travaillent principalement en français à l'extérieur du Québec. Ça veut dire qu'il y a moins de 50% de vos élèves qui vivent en milieu de famille unilingue française. Ça, c'est même si les parents ont le français dans leur répertoire langagier. Le répertoire langagier, c'est l'ensemble des langues qu'on parle et l'ensemble des variétés des langues qu'on parle. Okay? Donc, ce n'est pas parce qu'un parent a le français dans son bagage, dans son répertoire langagier, qu'il parle français à la maison. Parce que c'est difficile de travailler toute la journée en anglais et d'arriver à la maison et changer de poste, puis parler en français. Donc, et vous ne serez peut-être pas surpris, vous êtes la seule population à travailler majoritairement en français. Donc, votre réalité n'est pas la réalité de la majorité des parents de vos élèves. Puis pourtant, on continue à enseigner, à travailler comme si les élèves étaient ou devaient être unilingues dans la langue de l'école. C'est comme ça qu'on vous a formé à l'université, c'est pas surprenant. Okay. Et peut-être même à croire qu'elles vont travailler en français pendant toute leur vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur dit. La raison pour laquelle tu apprends le français, c'est parce que tu vas en avoir besoin pour travailler. Il faudrait peut-être changer le message.
Je vous suggère que le rôle de l'école doit être repensé. Donc, le personnel scolaire doit agir en fonction de la réalité sociolinguistique des élèves. Et ça a changé beaucoup. Moi, quand j'ai commencé l'école, tous mes collègues de classe avaient au moins un parent francophone, blanc, catholique. Aujourd'hui, on rentre dans une salle de classe, c'est plus du tout la même chose. Dans le fond, souvent, votre salle de classe, c'est la communauté de langue française principale des élèves. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'assurer l'enseignement et l'apprentissage par chaque élève, par tous les élèves d'un français scolaire, tant à l'oral qu'à l'écrit. Ça, c'est votre responsabilité. Puis, je mets l'accent là-dessus parce que souvent, on ne comprend pas ça dans le message que je donne. C'est important, ce français-là. C'est un français qui a du pouvoir. Mais vous devez aussi contribuer positivement au processus de résilience langagière de vos élèves aujourd'hui et les aider à savoir comment mobiliser des ressources internes et externes pour assurer leur résilience, il me reste 5 minutes, la résilience à long terme de leur propre et celle de leur communauté. Là, je le sais, vous voulez savoir comment. On me demande toujours, oui, mais on fait comment? Là, je vais sauter les prochaines diapos. Elles étaient belles, mes diapos, pourtant. Donc, la première chose, c'est vraiment de prendre conscience de son positionnement dans l'hierarchie linguistique, de réaliser que vous avez de la chance parce que vous travaillez en français. J'ai une étudiante qui est de la Nouvelle-Écosse, qui a fait son bac à l'Université Sainte-Anne, qui est maintenant avec moi à l'Université d'Ottawa, a fait une étude sur la résilience langagière au secondaire et ce qu'elle a réalisé, ce qu'elle a compris de la part des élèves, c'est que ce sont les interactions en salle de classe, la valorisation et l'utilisation par le personnel enseignant des variétés locales de la langue, que le cours de français peut les placer en situation d'anxiété langagière, mais quand c'est bien fait, ils ne se sentent pas nécessairement en situation d'insécurité langagière. Les élèves savent qu'ils doivent apprendre le français scolaire, mais ils veulent un accompagnement qui va leur permettre de maintenir leur lien d'identité avec leur communauté linguistique et à sortir de cette communauté-là avec le français scolaire. Donc, admettons que vous visez l'inclusion totale, oui, à tous les élèves. Bon, je pense. C'est celui-là qui était le plus intéressant pour vous, je le sais, là. Bon, donc, ce que je vous propose, c'est une pédagogie de la reconnaissance. Donc, une pédagogie qui est axée sur le plurilinguisme, où vous acceptez que les élèves parlent plus qu'une langue et que vous utilisez l'ensemble du répertoire linguistique des élèves pour leur enseigner le français, avec la comparaison des langues en présence, okay? Avec la littérature bilingue, etc., mais aussi une plurinormativité où vous allez accepter que les élèves ne parlent pas le même français que le français des livres et que vous allez exploiter toutes ces différences-là pour que les élèves sachent qu'ils sont francophones, même ceux qui ne l'étaient pas à leur entrée à l'école. Et je vous dirais aussi qu'il faudrait que dans cette pédagogie de la reconnaissance, qu'on puisse reconnaître comment la langue est impliquée dans la construction des races et dans la réconciliation avec les peuples autochtones. Mais ça va être pour une autre conférence, parce que c'est tout un bateau, parler d'antiracisme, de réconciliation et tout ça. Mais j'ai demandé qu'on me coupe la parole pour que je puisse vous donner davantage la parole. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais donner mon PowerPoint à la SEV, donc il sera disponible et vous pourrez voir les autres choses que j'ai écrites.
lisez le dernier numéro de la revue Éducation et francophonie. Il y a au moins 2 articles là-dedans qui répondent à ce que je viens de dire, donc ça pourra vous alimenter davantage. Alors, merci beaucoup. La parole, elle est à vous. Un gros merci, Madame Daly. Nous allons prendre quelques questions de la salle. Il y a Amélie ici qui va se promener avec le micro. Alors, pouvez-vous lever la main si vous voulez poser une question. Ouh, ça m'arrive pas souvent qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre au personnel enseignant que de reconnaître la validité des divers registres de langue ne veut pas dire diminuer nos standards d'apprentissage de la langue française? J'avais une activité ici que je voulais faire avec vous, puis je pense, c'est de réaliser, à travers de son expérience, de faire comme une toile de vos pratiques langagières et réaliser que vous avez besoin, vous, de plusieurs variétés du français pour vivre une vie en français. Et ça permet de voir que, écoutez, si je n'avais pas le français scolaire ou le français standard, bien, je n'aurais pas de poste dans l'enseignement. Okay? Ou, si je n'avais pas un français que je pouvais parler dans le salon du personnel, ça peut être le franglais que vous parlez dans le salon du personnel. Avec mes amis, bien là, ça serait froid comme relation. Donc, et si on réalise que nous-mêmes, on a toutes ces variétés-là, et de réaliser que la variété que je parle avec ma famille, c'est pas la variété qui va me donner accès au milieu de travail. Bien, ce que vous voulez pour vos élèves, c'est qu'ils puissent parler français en milieu familial et qu'ils puissent utiliser le français pour aller chercher un travail. Donc, on veut les deux, parce que si les élèves n'ont pas accès aux ressources langagières ailleurs qu'au travail, ça va être difficile d'assurer leur résilience langagière. Donc, moi, je pense que l'important, c'est toujours de partir avec le personnel enseignant, okay? De réaliser qu'ils font ça. Et aussi, de réaliser, une des activités que je voulais faire avec vous, c'est de vous faire parler entre vous une personne qui a une identité neutre, qui dit, bien, moi, je me lève le matin, je suis francophone, je ne me pose pas de questions. Une autre personne qui a une identité en sourdine, c'est-à-dire que je ne parle jamais français au magasin, je ne veux pas que les gens savent que je suis français à l'extérieur de la communauté francophone. D'autres, une identité revendiquée, donc vraiment marquée par la fierté, un peu comme les jeunes hier avec les drapeaux qui passaient. Okay? Je porte mon drapeau partout. Puis de voir comment le rapport à la langue est différent. Puis ça peut faire réaliser, puis c'est justement quand je dis il y a des gens qui ont peut-être besoin de changer d'identité, là, faire réaliser aux gens qui ont toujours eu une aisance avec le français parce qu'ils ont grandi en milieu majoritaire, qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils se lèvent le matin, doivent décider s'ils vont continuer de parler en français ou pas. Et puis que la majorité, ça, ce sont les élèves. D'accord? Donc, c'est ça, c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de plurinormativité critique, c'est qu'il faut que le personnel enseignant, il faut que vous tous, vous réalisez que le français, les Français se valent tous du point de vue linguistique, mais le français standard, le français scolaire, ça, ce français-là, du point de vue social et surtout politique et économique, a plus de pouvoir. Donc ça, il faut donner accès à ça. Mais les autres, du point de vue social, du point de vue interactif, ont plus de pouvoir.
Est-ce que je réponds un peu à ta question? Bonjour, j'avais une question. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeune lorsqu'on se sent insécure de parler français dans des milieux anglophones? Est-ce que j'ai pas compris le début de ta question? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeune lorsqu'on se sent insécure de parler français dans des milieux anglophones? Excellente question. Merci, merci. Donc, quand on est jeune, souvent, l'école, les adultes qui t'entourent, on va s'attendre à ce que tu le fasses. OK? Ce qu'on te dit pas, c'est que c'est difficile. Puis je pense que ça, c'est la première chose à faire, c'est de reconnaître que c'est difficile. OK? Que de se placer comme francophone, comme autre, dans un milieu, dans un bain anglophone, c'est difficile parce que là, tu te démarques. Et quand tu es jeune, il y a des jeunes qui veulent se démarquer, puis qui vont porter des couleurs vibrantes, puis qui vont... Donc, on les connaît, ceux-là qui se tiennent dans la cour d'école, loin de l'école, ou qui sont les leaders de l'école. Donc, il y a des jeunes qui sont comme ça, puis eux autres, ça les dérange peut-être pas. Mais pour la majorité, puis la majorité d'entre nous, hein, on ne veut pas se démarquer. On ne veut pas avoir l'air différent. On veut être à peu près comme tout le monde. Donc, la première étape, c'est de reconnaître que c'est difficile. Puis après, c'est de dire, de prendre la décision. Comme j'ai dit, c'est une décision de parler français. Donc, il faut décider, est-ce que je vais ou non? Et moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai déménagé à Ottawa, c'est que j'ai dit, OK, je suis mal à l'aise de parler français. Chez Ottawa, on ne devrait peut-être pas se sentir mal à l'aise, mais bon, je me sentais mal à l'aise. Je me suis dit, OK, moi, je vais parler français ici. Pour moi, c'était quand je prenais l'autobus, je vais dire merci au conducteur d'autobus. OK? C'est pas très menaçant. Après, je pouvais dire bonjour à la personne qui me sert dans un magasin. Donc, c'est de donner des petits défis. Pas dire que je vais aller tout de suite avoir une conversation complète en public, mais de commencer avec un petit défi. Okay? Et y aller une étape à la fois, et aussi reconnaître dans ton corps quand ça fait trop peur. Tu as le droit d'avoir peur de parler français. Okay? Parce que des fois, il y a des gens qui sont agressifs. Il y a une minorité de gens, mais des fois, ça arrive. Mais lance-toi des petits défis. Puis ça, je pense que le personnel enseignant, c'est peut-être une chose que vous pouvez faire pour enseigner des stratégies, c'est d'avoir un livret de défis. Mais pas des défis que vous allez identifier, des défis que les élèves vont identifier. Pour la salle de classe, pour le couloir, parce que tu parles du public anglophone, mais des fois, parler français dans le couloir, dans une école de langue française, quand tout ce que tu entends, c'est de l'anglais, ça aussi, ça peut être difficile. Parce que là, c'est de dire que moi, je suis solidaire avec le personnel enseignant, pas avec mes chums. Okay? Donc, ça aussi, ça peut être difficile. Mais, donc, ayez un livret de défis. Je pense que ça pourrait être une stratégie que j'offrirais. Est-ce que ça répond un peu? Okay. J'ai une autre question plus en tant qu'élève. On a parlé de c'est comment que les professeurs peuvent approcher les élèves avec la langue française, mais en même temps que ça soit pas le français parfait qu'on regarde. Comment que nous, en tant qu'étudiants, on pourrait aborder le sujet avec des professeurs qui sont tellement habitués de nous dire « Arrêtez de parler l'anglais, votre franglais, vous devez parler le français ». Comment que nous, on peut aborder ça avec les élèves et les enseignants autour de nous? Comment pouvez-vous prendre le pouvoir? C'est ça que tu me demandes.
Ouais, pas mal. Comment qu'on peut expliquer ça, ouais? OK. Donc, je pense au secondaire, c'est peut-être plus facile qu'à l'élémentaire. Si vous avez quelqu'un qui vous aide au niveau... vous avez un conseil étudiant. Si vous avez... Normalement, vous avez un enseignant qui vous accompagne au conseil étudiant. Et en espérant que cet enseignant-là soit ouvert à cette possibilité, c'est de vous de créer un événement qui est mené par les étudiants où vous abordez cette question. Vous pouvez même organiser une pièce de théâtre où les enseignants sont les élèves, puis vous êtes les enseignants, et vous faites le tour, puis les enseignants parlent en français, puis vous dites « parle anglais »,« parle franglais », pour qu'ils puissent vivre le sentiment de ce que ça veut dire. OK? Donc, il y a ça. Mais je pense que c'est vraiment de vous trouver des alliés chez le personnel enseignant qui vont vous aider à monter un événement, à prendre la parole. Pas de façon confrontationnelle, puis pas votre salle de classe avec votre prof de chimie, parce que là, ton prof de chimie se sent menacé. Parce que des fois, vous pouvez être pas mal menaçant. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais quand vous êtes 32 de vous autres, puis une de moi, vous pouvez être menaçant. mais donc, d'avoir le dialogue. Puis aussi, tu dis, bien écoute, la conférence de Phyllis, elle est sur le francosphère, là. Elle a dit ça. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour bâtir la résilience linguistique de notre école, de notre communauté? Puis ça, pour moi, là, le franglais ou peu importe la langue ou la variété de langue, ça fait partie de qui je suis. Puis si vous voulez que je sois, moi, ici, à l'école, bien, vous devez m'accepter au complet. J'ai déjà écrit, moi, mon père est anglophone, c'était avant qu'on avait le terme exogamie. Puis quand le mot exogamie est sorti, tout d'un coup, c'était comme j'avais réalisé j'avais une maladie. OK? Mais les enseignants ne le voyaient pas comme ça. OK? Donc, mais c'est ça, c'est de trouver une façon, prenez-le le pouvoir. Trouvez-vous des alliés au sein de l'école, du personnel enseignant, qui est crédible aussi pour le restant du personnel enseignant. N'allez pas chercher l'enseignant qui ne se tient jamais avec les autres enseignants et qui est toujours avec vous autres. C'est le fun qu'il soit là, mais vous avez besoin de quelqu'un, le chef d'un département ou quelque chose comme ça. Okay? Elle monte les escaliers, ça veut dire que c'est fini. Merci beaucoup. Une autre grande main d'applaudissements.